son rêve, donc, il a pu le réaliser avec un médaillé olympique qui a pu organiser le séjour. Bonjour Anna. Bonjour Bouchra. Bonjour Anna. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et merci à Créacilla. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité et ton parcours de manière générale? Donc, je m'appelle Rana Badarani. Je suis Dream Planner. Je suis aussi la fondatrice de Comment Rêve Manage Happiness, une start-up qui fait entrer le rêve en entreprise. Donc, en tant que Dream Planner, je personnalise les cadeaux de reconnaissance et les récompenses exceptionnelles des salariés en fonction de leurs rêves. Et donc, et récemment, depuis 3 ans, je suis devenue ambassadrice de la Journée mondiale du rêve en France. Et cet été, présidente de l'association Le Rêve pour tous. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce principe du rêve pour les employés qui ont réussi? Qu'est-ce que ça veut dire exaucer leur rêve? Le concept, c'est juste à la place d'offrir des cadeaux non personnalisés ou des primes financières aux salariés, plutôt qu'on s'intéresse à leurs rêves, qu'on s'intéresse à ce qu'ils aimeraient accomplir dans la vie. Et donc, moi, on fait appel à moi pour gérer ce budget de récompense ou de cadeaux pour voir, eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient accomplir dans la vie, qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion pour le faire. C'est utiliser le rêve comme un outil de management, donc comme une innovation managériale et en ressources humaines. Et l'objectif, c'est ne pas seulement d'aider un salarié ou une équipe pour réaliser son rêve, mais surtout, c'est de donner l'occasion à l'ensemble des salariés d'une entreprise d'identifier leurs rêves, de se poser la question quels sont nos rêves à l'occasion de cette remise de prix ou de cadeaux personnalisés. Donc, si je comprends le concept, en fait, plusieurs employés de l'entreprise peuvent réfléchir à leurs rêves. Donc, tu les accompagnes dans cette démarche. Et derrière, en fait, pas forcément tout le monde va avoir son rêve accompli. Exactement comment ça marche. L'entreprise va identifier, par exemple, un ou plusieurs salariés ou équipes qui vont recevoir une récompense ou un cadeau de reconnaissance. Mais afin de sensibiliser l'ensemble des salariés à leurs rêves, on va pas annoncer que certains salariés sont concernés. On va pas annoncer qui est concerné. On va demander à l'ensemble de salariés d'exprimer leurs rêves. Peut-être aussi annoncer que cette année, le cadeau ou la récompense sera personnalisée en fonction du rêve du salarié ou de l'équipe retenue ou dont le projet en interne ou dont son innovation a été retenue ou élu, meilleur projet en interne, meilleure innovation en interne, meilleur salarié de l'entreprise, voilà. L'idée que d'abord donner à l'ensemble des salariés l'opportunité d'identifier et exprimer leurs rêves et par la suite, comme effet surprise, annoncer qui a reçu ce cadeau. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de rêve, par exemple, qui est réalisé? Tous les rêves que je reçois, ça me tient à cœur. C'est intéressant. Peu importe si c'est petit ou grand, il n'y a pas des rêves qui sont petits ou grands. Tous les rêves sont des rêves. Mais il y a des rêves que moi, à chaque fois, je le répète parce que ça me touche particulièrement. C'est le rêve du salarié de Radisson Blu Hotel. Il a été élu le meilleur employé par ses collaborateurs suite à des valeurs ou objectifs fixés par l'entreprise. Et il avait 21 ans. Et son rêve, à l'époque, c'était de construire son propre hôtel au Vietnam. Lui, il était réceptionniste au Radisson. Il est toujours. Donc, ce que j'ai pu lui offrir grâce à son entreprise, celui d'aller faire l'étude de son rêve avec un incubateur au Vietnam qui l'accompagne pendant 2 semaines pour faire l'étude de marché et l'étude financière pour mener ou réaliser un tel projet au Vietnam. Il avait aussi avec lui un traducteur qui lui permettait en fait de faire des rendez-vous avec les acteurs qu'il faut rencontrer sur place pour monter un tel projet.
Donc voilà une idée ou un exemple d'un rêve réalisé. Là, le rêve n'est pas réalisé, c'est le premier pas qu'on a réalisé, celui d'aller faire l'étude de son rêve. C'est déjà énorme parce que, en fait, s'il était parti tout seul, il aurait fait le touriste, il aurait vu 2 hôtels Ouais. et puis c'est tout. Oui. Enfin, Ouais. 2 semaines, on fait pas grand-chose en 2 semaines. 2 semaines accompagnées. Un deuxième rêve qui me tient à cœur, parce que là, on est allé jusqu'à la réalisation, jusqu'au bout, c'est un groupe qui a fait appel à moi pour personnaliser les cadeaux c'était des récompenses. Pour personnaliser les récompenses il y avait 2 équipes, 2 récompenses d'équipe et 2 récompenses individuelles. Un de ces salariés, son rêve, c'était de faire de l'héliski. Donc d'être déposé au sommet des montagnes enneigées pour faire la descente en snowboard. Et c'était la première fois qu'un salarié réalise la prestation et donc réalise son rêve avant même la remise officielle de prix. Donc il a pu vivre son rêve, réaliser une vidéo et partager cette vidéo avec ses collaborateurs devant le directeur général du groupe pendant la remise des prix ou des cadeaux donc personnalisés. Son rêve, donc, il a pu le réaliser avec un médaillé olympique qui a pu organiser le séjour, qu'il a pu organiser. En fait, le médaillé olympique, donc c'est Henri Delerue, Paul Henri Delerue. Lui, grâce à son réseau, il a pu constituer un groupe de 4 personnes pour qu'on puisse rendre les frais de déplacement en avion, hélicoptère, abordables. Parce que sinon, si un salarié va aller réaliser son rêve tout seul dans l'hélicoptère, ça va coûter très cher, donc inaccessible au niveau des prix. Donc, on devait trouver 3 autres personnes qui vont aller dans l'hélicoptère et faire l'héliski avec le salarié qui vient de ma part. Donc, c'est grâce à ce médaillé olympique qui a organisé le séjour, trouvé les personnes manquantes pour rendre ce rêve réalisable dans le cadre de budget alloué par l'entreprise. C'est génial, toutes ces histoires. Moi, quand tu m'as dit rêve, je savais même pas ce que ça signifiait, en fait. Je sais même pas si j'ai réfléchi un jour à quel est mon rêve. Moi, j'ai envie de te poser une question, c'est comment tu as fait pour en arriver là ? D'où t'es venue cette idée ? Moi, je suis franco-libanaise. Je suis née à Beyrouth. Et à l'âge de 16 ans, j'étais passionnée par la publicité. Et j'ai décidé, que je vais travailler dans la publicité. Je voulais en faire mon métier. À l'âge de 18 ans, je commence une première année en communication et marketing au Liban. À l'âge de 19 ans, je me marie avec un franco-libanais qui habite en France. Donc, je quitte ma famille, mes amis, mon pays, mes études, et je viens le rejoindre en France sans parler un seul mot en français. Donc, je commence une formation intensive en langue qui a duré 1 an et demi à Dijon, au Centre international des études françaises. Et ça m'a permis d'acquérir les bases théoriques, mais pas tout à fait pratique. J'étais pas encore à l'aise pour m'exprimer ou comprendre ce qui se passait autour de moi, surtout à la télé lors du journal. Et au moment où je voulais intégrer une école de com pour réaliser ce projet professionnel qui me tenait à cœur, qui est la publicité, que j'avais démarré au Liban, parmi les conditions pour intégrer l'école, c'était de maîtriser la langue. Et comme je ne maîtrisais pas la langue, je n'ai même pas osé candidater. Je n'ai même pas déposé un dossier à l'école et j'ai fait autre formation accessible à mon niveau de français à l'époque. Et ça m'a permis, en fait, ces cours-là à la maison, la seule chose qui m'a permis de faire, c'est de garder mon niveau de français que j'ai gagné lors de 1 an et demi de cours intensifs. Parce que quand on est à la maison avec 2 enfants, on n'est plus en contact avec l'extérieur. Et donc, j'ai commencé à perdre le français que je venais d'apprendre. Même des simples mots comme table, lune, tout ça, j'ai commencé à l'oublier. À l'âge de 24 ans, ils étaient à l'école et j'ai commencé donc à chercher un travail en tant qu'assistante bilingue ou autre.
Et pendant 2 ans, la recherche de travail, ça a duré 2 ans à temps plein, en train de chercher un travail en tant assistante bilingue, anglais-français. J'avais 26 ans et demi. Donc, je commence ce contrat. Comme on avait besoin de moi encore, et ils étaient satisfaits de mon travail, on m'a renouvelé le contrat. Donc, jusqu'à 2 mois. Et après, 3 mois. Et par la suite, 4 mois. Et on voulait encore de moi. Sauf qu'au bout de ce 4e mois, c'est là où moi, je me suis dit, Rana, c'est génial. Enfin, tu découvres qu'est-ce que ça veut dire travailler à l'âge de 26 ans et demi. Mais tu ne peux pas faire ce travail toute ta vie, car c'était un travail répétitif. Et donc, je me suis posé cette question qui est venue de nulle part. À l'époque, je ne lisais pas de livres, je n'étais pas inspirée par des personnalités inspirantes, mais cette question est venue. Rana, qu'est-ce que tu peux faire toute ta vie? Et là, la réponse, c'était la publicité. Donc, l'amour de la publicité m'est revenu, même en l'ayant mise de côté, carrément oubliée, pendant presque 8 ans. À l'âge de 27 ans, j'ai repris mes études, non pas pour réaliser mon projet professionnel, celui de travailler dans la pub, mais pour réaliser mon rêve. Parce que ce projet professionnel, au fur et à mesure des années, il est passé dans le domaine de l'inaccessible à cause de la langue. Et donc, il est passé dans le domaine de l'impossible et donc dans le domaine des rêves. Et donc, pour valider la 3e année, la licence en communication, j'ai dû faire un stage de 6 mois. Et là, je l'ai fait dans une agence de pub. Et vers le milieu de ce stage, on était juin 2011, c'est là où j'ai senti les effets de l'accomplissement personnel, le bonheur et la motivation durable, la fierté, parce que je venais de me rendre compte, j'ai réalisé ce qui était encore inaccessible et impossible pour moi il y a quelques mois et quelques années. J'ai vu ce que je voulais voir. Et quand on est sur le bon chemin, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et d'autres rêves qui se pointent. Et c'est là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé donc d'aider les autres à réaliser leurs rêves que de travailler moi-même dans la publicité parce que j'étais satisfaite de ce que j'ai vécu. Il fallait quelques petites semaines pour trouver que je vais m'adresser aux entreprises et que les entreprises, je vais m'adresser aux entreprises pour qu'elles puissent, eux, aider leurs salariés à réaliser leurs rêves et permettre à leurs salariés d'identifier leurs rêves. Donc, rapidement, j'ai trouvé... Pourquoi pas le particulier directement? Justement, parce que parmi les 5 éléments pour réaliser un rêve, il y a bien sûr donc il y a la notion du temps. Soit j'ai pas le temps, donc c'est le temps qui manque pour réaliser un rêve ou qui m'empêche de réaliser un rêve, ou acquérir une compétence qu'on ne peut acquérir qu'avec le temps. Donc il y a la notion du temps dans les 5 éléments. Il y a les moyens. En général, c'est financier. Il y a la motivation, la détermination d'aller jusqu'au bout et avoir les bons contacts. Et donc, parmi les 5 éléments, il y a le moyen financier. Et je me suis dit, je vais aller chercher qui a les moyens financiers pour permettre la réalisation des rêves. Par naïveté, je me suis dit, les entreprises. Et ça va être très facile parce qu'ils ont le budget, sauf que j'ai choisi la cible la plus difficile. Sans le savoir. D'accord. Et du coup, j'ai pris 4 ans avant de signer mon premier contrat. J'ai échangé avec 700 personnes. J'ai rajouté 1000 personnes sur LinkedIn. J'ai récolté donc 700 cartes de visite chez moi à la maison avant de tomber sur une première structure qui accepte de me faire confiance et de me permettre de concrétiser mon projet avec les premiers cadeaux personnalisés. Donc, j'ai dû garder espoir pendant 4 ans avant de remettre un premier cadeau. Et quand on m'a posé la question, la première année, Rana, tu te donnes combien de temps pour réussir ce projet? J'ai répondu 3 ans parce que ça me semblait un nombre d'années classique. 3 ans, je sais pas, c'est classique comme réponse. Mais au bout de 3 ans, après avoir répondu à cette question, c'était là où j'ai pu remettre les premiers cadeaux. Donc, c'était au bout de 4 ans de mon parcours en entier avec Comara. C'est au moment où j'ai remis les premiers cadeaux, c'est là où je me suis dit, bon, Rana, moi, je suis prête à dédier ma vie entière pour réussir ce projet et non pas seulement les 3 ans. Parce que c'est là où j'ai vécu le bonheur en fait, quand on rend les autres heureux,
ça revient à nous, mais encore amplifié, plus fort. Donc, la citation, je crois beaucoup à cette citation. Être heureux, c'est beaucoup. Rendre heureux, c'est bien plus. Et donc, j'ai vécu ce bien plus au moment où j'ai remis les cadeaux. Je ne savais pas que ça allait apporter à mon bonheur à moi. Du coup, si je résume, aujourd'hui, en fait, c'est les entreprises que tu cibles. Toi-même, comme un rêve, c'est une entreprise et ce n'est pas une association. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, ça pourrait être une belle association. Je crois qu'il en existe d'ailleurs des associations. Je crois que j'ai entendu parler de Make-A-Wish ou des choses comme ça qui sont plutôt orientées pour des personnes malades dans les hôpitaux, etc. Par rapport à toutes ces idées-là, comment toi tu t'es dit, tiens, non, moi ce que je veux être, c'est quand même entrepreneur. Pour en vivre, pour en faire mon métier, ouais. D'accord. J'ai pas du tout pensé à être une association à l'époque. Pourtant, le projet, tellement il était utopique. Et le fait de mener un projet utopique et qui correspond pas à la culture d'un pays ou aux habitudes dans les entreprises, ça va prendre beaucoup de temps pour le réussir. Et le fait, peut-être, si j'étais une association, peut-être j'aurais eu beaucoup plus de portes ouvertes pour m'inviter à parler de ce projet. Mais le fait d'être une entreprise ou auto-entreprise, c'est commercial et il y a beaucoup de portes qui se ferment et qui m'ont du coup pas pu m'accueillir pour parler de mon projet qui a un intérêt général plutôt qu'un intérêt commercial. Donc du coup, là, tu viens de citer quelques difficultés, j'ai l'impression. Tu parlais de la culture du pays, des mentalités des entreprises, etc. Donc c'est quelque chose à laquelle tu as été confronté au démarrage, c'est ça? Oui. Surtout le côté, en fait, 4 ans avant de trouver son premier client, Ouais. Ça, c'est un indicateur. Oui, c'est un indicateur. En fait, quand j'ai décidé, donc en juin 2011, d'aider les autres à réaliser leurs rêves et je me suis orientée vers les entreprises, j'avais zéro réseau, zéro connaissance en entrepreneuriat, zéro budget. J'ai maîtrisé à peine le français, c'est-à-dire j'avais encore des lacunes en français parce que quand je suis arrivée en France en 2001, je parlais pas un seul mot en français. Donc en 2011, 10 ans après, je le parlais beaucoup mieux, bien sûr, mais c'était beaucoup de temps pour rédiger un mail, beaucoup de relecture parce que toujours je trouvais des fautes d'orthographe. À force de relire, à chaque fois je trouvais des fautes. De pouvoir s'exprimer en français et d'exprimer son projet en français. Ça fait partie des difficultés, tout ça. En plus, quand j'ai démarré mon projet, j'avais 2 enfants. Aujourd'hui, j'en ai 3. Et donc, ils étaient encore petits. Et mon mari était souvent en déplacement. Et c'est moi, je devais donc veiller à mes enfants, m'occuper d'eux. Après l'école, en activité, rendez-vous chez le médecin, tout ça. Mais en même temps, avancer sur mon projet, tout en étant sur Toulouse, mener ce projet de chez moi, de ma maison, entourée par mes enfants, et sans avoir la possibilité d'aller faire beaucoup de déplacements pour avancer plus vite. Voilà. Donc, toutes ces difficultés, oui. Donc, on a parlé aussi donc, d'un projet utopique qui ne correspond pas à la culture du pays. Il y a 11 ans, quand j'ai démarré le projet, c'était 2011, un peu plus de 11 ans maintenant, ça veut dire les gens me disaient, c'est super. Comment ça se fait que personne n'a pensé à cette idée avant? Mais pourquoi tu vas pas aux États-Unis ou en Angleterre? Tu vas réussir là-bas plus qu'ici, en France. Ou on me disait deux fois, t'es sûr tu veux utiliser le mot rêve? Tu veux pas remplacer le mot par passion, loisir, hobby, qu'utiliser le mot rêve? Et moi, tout tournait autour du rêve. Donc, je ne pouvais pas remplacer ce mot par autre chose. Donc, j'ai assumé le choix du mot.
Et c'est vrai, ça m'a permis, bon, ça m'a empêché d'avancer plus vite parce que j'ai insisté sur le mot rêve et qui correspond pas à la culture des pays ni aux mentalités des Français de s'exprimer librement sur ses rêves ou c'était un tabou. Il y a 11 ans, c'était un tabou. Et en tout cas, en 2011, c'était un tabou. Mais ce choix-là, ça m'a permis de se différencier. Assumer le choix du mot rêve, ça m'a permis de me différencier et être connue avec le temps pour cette spécialité-là, le rêve. D'accord, donc c'est des années de rencontres avec des gens pour justement faire reconnaître ce mot, Oui. ce mot rêve. Donc c'était un tabou, mais j'ai vu un changement, une transformation au fur et à mesure des années. Pas tout de suite, mais on peut dire 8 ans après ou 9 ans après, juste avant le Covid, il y a eu une transformation où pendant le Covid, ça a été beaucoup accéléré. Beaucoup de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux sur leurs rêves qu'ils ont réalisés ou sur l'importance des rêves. Beaucoup de marques qui ont intégré le mot rêve dans leurs promesses, dans leurs signatures, dans leurs messages publicitaires. Et c'est de plus en plus. De plus en plus, on tombe sur des posts sur LinkedIn ou sur des marques qui communiquent sur les rêves. De plus en plus. Ça va, j'avais pas identifié ça, mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a eu depuis quelques années beaucoup plus de communication dans ce sens-là, oui. Les gens ont plus conscience de l'importance ou une prise de conscience qu'on a besoin du rêve. Et je le rencontre récemment depuis 3 ans grâce à la nouvelle casquette que je porte en tant qu'ambassadrice de la Journée mondiale du rêve où tout le monde le dit, on a besoin de rêver plus que jamais. D'accord. Alors, tu viens de dire quelque chose là. Ça veut dire quoi, porter la casquette de la Journée mondiale du rêve? Ambassadrice de la Journée mondiale du rêve. Parce que, en fait, je suis fondatrice de Comme un rêve manage happiness et récemment, depuis 3 ans, je suis devenue l'ambassadrice de la Journée mondiale du rêve. Comment on est tombé dedans? Comment l'idée de la Journée mondiale du rêve en France est venue? En fait, j'ai appris aussi à travers mon parcours que quand on réalise un premier rêve, on commence à rêver plus grand. C'est vrai, j'ai le témoigné pour mon premier rêve. Quand j'ai réalisé mon premier rêve, tout de suite après, je me suis attaquée à un projet beaucoup plus ambitieux que celui de réaliser mon propre rêve à moi. C'est lui, donc, d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Mais j'ai pas remarqué que j'ai commencé à rêver plus grand parce que c'était une première expérience pour moi. Mais 8 ans après avoir démarré mon projet de faire entrer le rêve en entreprise, c'est quelque chose, on fait un déclic, soit grâce à une rencontre ou à un événement qui arrive. Et moi, j'étais invitée à un événement pour parler de mon projet Comme un rêve manage happiness devant un public d'entreprise international. Donc, un public international d'entreprise. Et le fait d'être invité à cet événement-là, donc c'était 8 ans après avoir lancé le projet Comme un rêve manage happiness, c'est là où j'ai commencé à réfléchir global et non pas seulement local. Et donc, je me suis imaginée et visionnée en train de parler à ce public international. Et donc, j'ai décidé lors de ce visionnage que chaque entreprise ou chaque personne qui représente une entreprise, quand ils vont rentrer dans leur pays, eux, ils vont porter le message de rêve avec eux dans leur propre pays. Et là, j'ai commencé donc à identifier mon plus grand rêve, celui de sensibiliser les personnes du monde entier à leur rêve et non pas seulement les salariés dans les entreprises en France. Donc, ce rêve est né suite à cette invitation, à cet événement-là. Et cet événement n'a pas eu lieu à cause du Covid, mais le fait de préparer cet événement et de se visualiser en train de s'adresser à un public, c'est ça qui a donné naissance à ce rêve que je porte aujourd'hui. Donc, celui de sensibiliser les personnes du monde entier à leur rêve. Ça m'a pris quelques mois, parce que quand on a un rêve, on se pose la question comment réaliser ce rêve. Et moi, ça m'a pris quelques mois pour trouver la solution la plus efficace et la plus rapide, à mes yeux,
pour sensibiliser les personnes du monde entier à leurs rêves. Et donc la solution était celui de créer la Journée mondiale du rêve. Une journée dédiée pour célébrer nos rêves, pour qu'on puisse se donner le temps d'identifier nos rêves. Parce que tant qu'on n'a pas identifié nos rêves, on ne peut pas les réaliser. Donc tout commence par l'identification de son propre rêve ou ses propres rêves. Mais comment on crée une journée mondiale? Voilà, en faisant les démarches. Bon, d'abord, j'ai cherché sur Internet si ça peut exister ou comment faire Déjà, je ne m'attendais pas que ça existe, mais quand même, on vous dit, quand on fait le démarche, la première chose, vérifier si ça n'existe pas déjà. Et pour moi, il n'y avait rien qui ressortait comme quoi ça existe, cette journée. Et donc, quand vraiment j'ai démarré les démarches pour créer cette journée, c'est là où je suis tombée sur l'info, comme quoi la Journée mondiale du rêve existe depuis 2012. Ça s'appelle World Dream Day. Ça existe depuis l'année 2012, mais qu'on n'a jamais célébré en France. C'est moi-même qui étais dans le domaine du rêve depuis 8 ans à l'époque. J'ai jamais entendu parler de cette journée jusqu'au moment où je voulais la créer. Et donc, j'ai vu que cette journée, elle est fondée par Osioma Egounu. Elle réside au Portugal. Elle est africaine d'origine. Elle a le passeport américain. Et donc, j'ai décidé de rentrer en contact avec elle pour lui dire que moi, je voulais créer la Journée mondiale du rêve pour sensibiliser le maximum de gens sur notre terre à leurs rêves. Mais comme elle existe déjà, mais je vois qu'elle ne figure pas sur le site internet des Nations Unies. Elle n'est pas reconnue par l'ONU, donc elle n'est pas déclarée une journée officielle, d'où on ne connaît pas cette journée. C'est pour cela que j'ai contacté Osioma, je lui ai dit, moi, mon rêve, c'est de faire déclarer cette journée à l'ONU pour que tout le monde puisse entendre parler de cette journée et donc être sensibilisé à leur rêve à l'occasion de cette journée. Et elle m'a dit, ça c'est mon rêve aussi à moi. Donc elle aussi, elle porte ce rêve. Elle a déjà essayé en 2013 de faire les démarches pour la faire déclarer une journée officielle, mais c'est très compliqué parce qu'il faut un pays minimum qui porte ce projet à l'ONU, qui porte cette journée, qui soutient cette journée à l'ONU. Donc, c'est pas une personne qui peut porter cette journée à l'ONU, c'est un pays. Et quand on dit un pays, c'est ses représentants, j'imagine, donc les dirigeants du pays à l'instant T. Ça a pris 2 ans pour savoir qui, dans un pays, peut se tenir cette journée à l'ONU. 2 ans. 2 ans de essayer de contacter l'ONU, donc l'équipe de la mission permanente de la France à l'ONU basée à New York. Contacter le maire de notre ville. Contacter l'Association des Nations Unies à Paris. Contacter l'UNRIC, donc les Nations Unies en Europe, qui est basée en Belgique. Donc toutes ces structures-là pour comprendre comment ça marche et qui pourrait m'aider. Et rien n'avançait. Jusqu'au moment, c'était le 20 février 2022, l'année dernière, il y a 1 an. Et après avoir fait des démarches pendant 2 ans pour trouver l'info, je rentre en contact lors d'un événement international organisé par l'Université pour la paix à Costa Rica. Et là-bas, il assiste à cet événement une personne qui fait partie d'une équipe de la mission permanente de son propre pays. Ça devait être la Colombie, je pense. Et lui, en tant qu'ancien membre de cette équipe, il a pu m'éclairer. Il m'a dit, Rana, la seule structure qui peut se tenir une journée à l'ONU, c'est le ministère des Affaires étrangères. D'après lui. Et donc, depuis 1 an, j'essaie de rentrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères. Malgré les mails, les relances, aucun retour pour l'instant. En tout cas, bravo pour ton courage parce que vraiment, c'est un beau parcours. C'est, quand on appelle ça, on a l'habitude de dire, on compare avec son bâton de pèlerin et qu'on essaye d'avancer et qu'on finira par y arriver. Et c'est assez intéressant. Moi, ce que je note aussi, c'est que d'un point de vue entrepreneurial, il y a une notion, il y a une logique en fait derrière ça. Il y a une stratégie finalement, même si elle n'a pas été écrite noir sur blanc, il y a une stratégie derrière ça qui est de dire, ok, je veux
faire en sorte que les personnes dans les entreprises puissent réaliser leurs rêves, etc. Et ben, je vais essayer de fourmiller autour de ça pour favoriser finalement l'acceptation et potentiellement le nombre de clients que je vais avoir en allant, en créant la journée du rêve, mondiale du rêve, en communiquant, etc., etc. Alors même si ce n'est pas forcément exprimé comme ça, finalement, tout se pointe vers ça. Et d'un point de vue entrepreneurial, c'est un peu une stratégie innée, je dirais, qui n'a pas été réfléchie, mais en tout cas, on peut Ça se rejoint, tout se rejoint. Et le fait, en fait, d'avoir parlé de mon rêve, mon plus grand rêve, celui de faire déclarer la journée mondiale du rêve à l'ONU, en parlant de ce rêve, autour de moi, dans mon réseau, c'est là où une équipe s'est constituée autour de ce rêve-là pour me permettre de célébrer déjà cette journée en France. Et ces personnes-là, ils se sont dit, en attendant que la journée mondiale du rêve soit reconnue à l'ONU, bah on va la célébrer en France. Et moi, cette idée de la célébrer en France, je l'avais pas en tête. Je visais juste l'ONU. Et c'est grâce à ces personnes-là avec qui j'ai échangé autour de mon rêve, c'est eux qui m'ont dit, bah on va célébrer cette journée en France et tout ce qu'on va faire en France ensemble, bah je peux l'utiliser pour démarcher les Nations Unies ou intéresser les structures qui peuvent soutenir cette journée. Et c'est vrai, les objectifs de la journée mondiale du rêve, que ce soit au niveau mondial ou en France, c'est de célébrer cette journée dans les villes et villages, dans les écoles, pour sensibiliser la jeunesse au pouvoir magique des rêves, dans les villes et villages, pour créer du lien et de l'entraide, dans les entreprises, et là ça rejoint mon projet, pour donner plus de sens à notre quotidien au travail, dans les maisons de retraite, car il n'y a pas d'âge pour rêver, et l'objectif aussi que cette journée soit reprise ou adoptée par les acteurs culturels et sportifs pour qu'on puisse célébrer cette journée durablement et partout en France. Et de plus en plus que j'avance avec la journée mondiale du rêve en France, j'arrive maintenant à faire des connexions avec l'international, ce qui se passe en international pour les rêves, que ce soit en lien avec la journée mondiale du rêve dans le monde ou qui ne savent même pas l'existence de la journée mondiale du rêve, mais qui œuvrent et qui font des actions pour leurs rêves en général. Donc, je rentre en contact avec eux. Et récemment, donc, j'ai fait la connaissance d'une personnalité très inspirante qui a combattu la maladie et 7 années de traitement avec le cortisone pour ensuite réaliser son rêve de reprendre son activité de joueur de tennis professionnel. Et cette personne utilise son histoire inspirante, que grâce à son rêve, elle a pu surmonter toutes ces difficultés qu'elle a pu rencontrer, que ce soit avant la maladie ou après la maladie, pour réaliser son rêve en tennis, d'être joueur pro. Et il utilise son histoire pour donner l'espoir aux gens vulnérables, mais pas que. Donc aux personnes malades de cancer, mais pas que. Aux personnes handicapées, aux personnes orphelins, aux personnes âgées et toutes les personnes vulnérables et toutes les personnes, en gros, qui ont besoin de l'espoir, même si c'est des personnes pas vulnérables. Et ça, c'est récemment, cette connexion a eu lieu. Et donc, on va rajouter à cette liste qu'on a dit tout à l'heure, les entreprises, les villes et villages, les écoles, les centres, les maisons de retraite, les acteurs culturels et sportifs. On va rajouter aussi les centres de soins, les hôpitaux, les fondations de cancer ou d'autres fondations, d'autres maladies, pour donner l'espoir à travers leurs rêves aux gens qui ont besoin. On avait déjà discuté toutes les deux, et là je suis en train de redécouvrir un petit peu cette histoire. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, est-ce que le rêve ne serait pas le secret de la résilience ? Le fait d'avoir ce rêve qui est là, c'est ce qui fait que tous ces gens, en fait, continuent
quand on prend ton cas, par exemple, avec ton entreprise comme un rêve, de te dire... Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer pendant 4 ans ne pas avoir son premier client et continuer quand même. Et aujourd'hui, enfin, c'est toujours là. Ouais. Si, c'est... je sais pas si c'est le seul secret pour la résilience, que le rêve est le seul secret, je sais pas, mais c'est un secret pour la résilience, ça c'est sûr. Oui, quand on a on dit quand on crée une entreprise qu'il faut constituer la vision, la mission, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est proche d'un rêve dans la façon de le On décrire. n'utilise jamais le mot rêve. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand on parle de mission, c'est quelque chose qui va au-delà de soi-même et ça peut être proche d'un rêve ou en tout cas de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. C'est là où je pense qu'il y a une différence. C'est que le moteur, ça peut être le rêve de quelqu'un d'autre et pas forcément le sien. Mais c'est vrai que le rêve est toujours quelque part. C'est assez intéressant. En tout cas, le rêve, si on veut le définir, suite à mon parcours et mon expérience personnelle, c'est un projet qui nous tient à cœur, mais qu'on ne peut pas réaliser ou qu'on pense qu'on ne peut pas réaliser parce qu'il manque un des 5 éléments qu'on a cités pour sa réalisation. Et le fait de réunir ces éléments-là donne la réalisation du rêve et on le transforme en réalité. Et à un moment donné, peut-être le rêve, le projet n'est pas réalisable, donc il se transforme en rêve, si ça nous tient à cœur. Mais peut-être quelques années plus tard, ou un certain temps, le rêve peut devenir réel. Donc, deux fois, c'est juste une question du temps. Je vais poser une question sur l'entreprise directement. Est-ce que, comme un rêve, l'entreprise, aujourd'hui, te permet de vivre en tant qu'entrepreneur ? En 2018, quand j'ai signé mon plus gros contrat avec le groupe dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait appel à moi pour 4 récompenses, 2 récompenses d'équipe et 2 récompenses individuelles, à partir de ce moment-là, c'était mon plus gros contrat. C'était donc 20 000 € de budget. Donc, j'étais juste là où il fallait que je sois. Donc, dans les grands groupes avec des grands budgets pour qu'on puisse toucher et sensibiliser le maximum des salariés et réaliser les plus belles prestations. Et à partir de ce moment-là, j'aurais pu et j'aurais dû prendre ce bagage et aller démarcher les entreprises pour leur montrer que, voilà, enfin, j'ai un groupe parmi mes clients et ça devait donner confiance aux autres groupes de faire appel à moi. Sauf que, à ce moment-là, presque, pas loin, c'est là où j'ai commencé à rêver plus grand. Ah, d'accord. Donc, tu as mis de côté. Et donc, j'étais animée. Depuis mon plus grand rêve, je l'ai identifié. Et depuis, ça veut dire, j'étais invitée à un événement où je dois parler de comme un rêve devant un public international d'entreprises. L'événement n'a même pas lieu, mais je ressors de ça avec un grand rêve, celui de sensibiliser les personnes du monde entier à leurs rêves. Et quand j'ai identifié la solution, ça m'a animée. Ça m'a animée et donc depuis 3 ans, à temps complet, je suis animée par la Journée mondiale du rêve parce que ça m'a permis de réaliser et de sensibiliser et d'être plus efficace que ma start-up comme un rêve qui s'adresse juste aux entreprises et aux salariés. Là, on fait une ouverture totale. On s'adresse à tous les publics, tous les âges. La planète entière. La France entière, déjà, et après la planète entière. Et donc, j'ai trouvé qu'avec la Journée mondiale du rêve, tellement ça fédère les gens, tout le monde s'identifie, ça parle à tout le monde, que toutes les difficultés que j'ai rencontrées avec Comme un rêve Manage Happiness, je les ai pas retrouvées avec la Journée mondiale du rêve. Et donc, ça m'a aspiré, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Mais j'ai toujours, j'ai toujours le regard sur Comme un rêve, parce que quand un client me contacte, je réponds volontiers à la demande, mais je fais pas de démarche commerciale. D'accord. Mais c'est juste une histoire, le temps de réaliser mon rêve à moi, c'est celui de faire déclarer la Journée mondiale du rêve, une journée à l'ONU.
Et suite à ça, on va revenir en force dans les entreprises. Voilà. Rana, je voudrais bien rentrer dans une partie un petit peu plus opérationnelle pour qu'on visualise un petit peu comment tu fais. Si je devais trouver mon rêve ou si tu devais trouver mon rêve, comment tu t'y prendrais? Comment tu t'y prends avec ces entreprises avec 100 salariés ou 1000 salariés? Comment tu fais pour avoir les rêves de tout le monde? Oui, j'imagine que tu poses pas juste la question « c'est quoi votre rêve ?» Parce que déjà, si on me l'a posé comme ça, je pense que je pourrais pas y répondre personnellement. Ouais. En fait, quand l'entreprise fait appel à moi, en tant que Comme un rêve manage happiness, pour personnaliser les récompenses ou les cadeaux de ses salariés, les cadeaux exceptionnels, là, je fournis un questionnaire que j'ai préparé et que j'ai amélioré au fur et à mesure des années qui ont coulé. Dans ce questionnaire, il y a des questions variées, pas juste qui concernent le rêve, parce que comme ça permet aux gens de faire le tri avant d'arriver à la question qui concerne les rêves. Donc, on leur demande aux salariés quels sont les métiers qu'ils aimeraient découvrir, quelles sont les personnalités qu'ils aimeraient rencontrer une seule fois dans leur vie, quels sont leurs souhaits, quelles sont les expériences inédites qu'ils aimeraient vivre, quelles sont les destinations touristiques qu'ils aimeraient visiter. Et à la fin, on arrive à la question rêve pour justement ne pas se retrouver avec des personnalités ou de voyages dans la case ou la question qui correspond ou qui concerne le rêve. Il n'y a pas souvent des réponses du type « Ah, je voudrais le dernier ordinateur »,« Ah, je voudrais avoir un château à tel endroit ». Non, jamais. Et pas encore, en tout cas. Mais c'est vrai que les salariés, ils ont intérêt vraiment à exprimer ce qui leur tient le plus à cœur, parce que c'est l'occasion d'être accompagnés, en fait, sur leur rêve, donc ce qui leur tient le plus à cœur. Si on dit quelque chose et c'est pas ça ce qui nous tient à cœur vraiment le plus à ce moment-là, ça serait passer à côté d'une opportunité. Voilà. Et donc, en général, les gens expriment quelque chose, des projets, des expériences qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion ou assez du temps, pas encore eu le temps pour réaliser cette chose eux-mêmes. Et donc là, ils l'expriment. Mais en général, avoir, ça fait pas partie des réponses, c'est plutôt faire, accomplir. Ouais. Donc c'est pas des besoins matériels en fait qui sont... Non, exprimés, non. Ouais. Ça me fait penser à la pyramide de Maslow. Là, on est vraiment en haut de la pyramide. On réfléchit à l'accomplissement de soi. Et donc le rêve est un moyen d'y parvenir. Oui. Et d'autant plus si on demande aux gens d'un autre pays où il n'y a pas les besoins minimums de sécurité ou de survie pour manger, du coup, on ne retrouve pas les mêmes rêves. Ils sont plus bas dans la pyramide, ils sont plus proches de la sécurité. Voilà. Leur rêve, c'est d'avoir une maison. Ou de survivre. Ouais. Ou d'avoir un repas chaud. Ou avoir un terrain pour cultiver. Voilà. Tu nous as beaucoup parlé de la journée du rêve. Mais déjà, c'est quand? Et comment on peut faire pour contribuer à cette journée? Donc, la journée mondiale du rêve est célébrée donc, mondialement le 25 septembre. Et pour participer à cette journée, on incite toutes les personnes, toutes les structures d'organiser des actions de sensibilisation, que ce soit au sein d'une famille, ou au sein d'un voisinage, au sein d'un ville-village, au sein d'une entreprise ou au sein d'une école, au sein d'une maison de retraite, peu importe, tout le monde peut mener des actions de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale du rêve. La Journée mondiale du rêve, ça appartient à tout le monde. Et donc, tout le monde peut se l'approprier et organiser quelque chose à son propre niveau ou échelle, ou minimum partager un post sur les réseaux sociaux pour informer son réseau comme quoi c'est la journée mondiale du rêve, et à l'occasion de cette journée, prenez le temps d'identifier vos rêves. Parce que c'est ça l'importance de cette journée, c'est de se donner le temps pour se poser cette question, quels sont mes rêves? Voilà. Et la journée mondiale du rêve,
Donc l'équipe met en lumière et communique autour de tout ce qui se passe en France à l'occasion de cette journée. Donc si on est notifié avec le hashtag Journée mondiale du rêve, ou si on rentre en contact avec nous directement pour nous informer des actions qui vont avoir lieu ou que les gens vont organiser ou les structures vont organiser, nous on va communiquer autour de ça dans notre événement qu'on organise nous à notre petite échelle, qui est un événement digital, pour informer au niveau national ce qui se passe partout en France. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour le 25 septembre ou c'est au départ, la fondatrice avait sélectionné une date qui tombe pendant les vacances d'été. Et après, elle a eu des sollicitations de la part des écoles au niveau mondial, comme quoi ils ne peuvent pas célébrer cette journée puisque ça tombe dans l'été. Et c'est dommage parce que du coup, ils souhaiteraient célébrer cette journée avec les étudiants et les élèves dans les écoles. Et du coup, elle a changé de date. Et ça tombe cette semaine aussi sur la semaine, je pense la semaine de la paix à l'ONU. Donc voilà. Et en début de l'année scolaire. Et aujourd'hui, il y a des écoles qui font des choses pour la journée du rêve? En France, cette année, nous avons eu une école qui a participé pour la première fois, une école qui participe à la journée mondiale du rêve. Cette école, elle est basée à Tournefeuille. Ils ont intégré la thématique du rêve dans les projets d'écriture et d'art plastique. Moi-même, j'ai pu faire une intervention dans une classe de CM1 où j'ai pu raconter l'histoire de la Journée mondiale du rêve et ses objectifs. Ils étaient très très curieux, les élèves de CM1. Tout le temps, ils avaient des questions à poser. Ils étaient très intéressés par cette journée. Et en plus, quelques jours après mon intervention et la demande que j'ai faite à l'école, j'ai pu retrouver partout dans l'école, accompagnée par les élèves qui ont pu assister à mon intervention. Ils m'ont accompagnée pour me faire découvrir tous les tableaux dans l'école où il y avait les projets d'écriture et d'art plastique accrochés sur le tableau devant chaque classe. Et donc, j'ai tout filmé et on fera quelque chose de joli pour montrer tout ce qui a été fait. Et maintenant, l'objectif, c'est de reproduire ça dans d'autres écoles. Et même, grâce à l'association 100 000 entrepreneurs, qui est partenaire de la Journée mondiale du rêve, on arrive à accéder au lycée, au collège, pour sensibiliser à l'entrepreneuriat. Mais puisque moi, mon projet dans l'entrepreneuriat, ça concerne les rêves, donc ça me permet de sensibiliser aux rêves grâce à cette association. Et même, cette association a demandé aux autres intervenants pendant la période du mois de septembre de intégrer dans leur discours donc la notion du rêve, puisque c'était la Journée mondiale du rêve. Donc, les entrepreneurs qui sensibilisent la jeunesse au rêve, c'est super. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que le rêve, réaliser le rêve d'autres personnes, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement filmogénique, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je sais qu'il y a un film qui existe qui s'appelle The Bucket List, déjà, qui est super. Donc là, c'est pas quelqu'un qui réalise pour quelqu'un d'autre, c'est pour l'histoire, hein, c'est deux personnes âgées qui sont à l'hôpital et qui décident de créer leur bucket list, donc la liste de des choses qu'ils veulent faire avant de mourir. Je crois que c'est Morgan Freeman et Jack Nicholson, les acteurs, et ils la réalisent. Et c'est un très beau film. À côté de ça, je me dis aujourd'hui, on est dans l'ère de la télé-réalité, et je suis persuadé que ça marcherait du tonnerre. C'est-à-dire de voir une émission où on voit des gens exprimer leurs rêves, puis après le parcours de comment ils le réalisent. Je suis persuadé que ça marcherait du tonnerre, pourquoi pas même sur YouTube avec les influenceurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? Est-ce que tu as déjà eu des sollicitations par rapport à ça? Parce que je ne comprends pas que ça n'existe pas du coup, avec tout ce que tu expliques. Il y a un film en France qui est sorti qui s'appelle Les rêves ne meurent jamais, qui est réalisé par Sébastien Blemont et Yannick Bestavan et qui a aujourd'hui sensibilisé plus de 100 000 personnes en France à leurs rêves.
là, on peut le notifier parce que ça dépend du nombre qui ont assisté à des projections privées ou à la sortie du film au cinéma l'année dernière. Et ça, c'est juste formidable. Grâce à ce film, beaucoup d'experts et des personnalités témoignent du rêve et beaucoup de personnes assistent à ça et ça, c'est super. Deuxièmement, The Bucket List, oui, on m'en a parlé, je l'ai vu à l'époque, ça date maintenant. Effectivement, ça m'a flirté un peu l'idée de émissions comme on a pour les chanteurs, pour les entrepreneurs, pour les cuisiniers, pour les pâtissiers. Oui, ça fait penser plutôt les émissions de relooking et tout ça. Ça peut, donc moi je serais ravie de voir une émission qui donne l'occasion aux participants de se battre et de relever les défis et les challenges pour réaliser leurs propres rêves et de voir quelle stratégie, quel contact ils vont contacter, comment ils vont utiliser le budget qu'ils ont. Parce que moi-même, mon métier de Dream Planner, c'est vraiment... Si je vous raconte comment j'ai vu mon métier en tant que Dream Planner, dans le cadre du budget alloué et du temps alloué, c'est un sacré challenge à chaque fois de rentrer en contact avec la personne qui va permettre à ce salarié de réaliser son rêve, donc qui va me permettre à moi d'offrir à ce salarié la réalisation de ce rêve. C'est une course contre le montre. Le fait que chaque fois c'est un nouveau rêve, c'est ça qui vient nourrir notre carnet d'adresses ou de contacts. Parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau rêve et il faut contacter de nouvelles personnes. En fait, ce que je me disais, c'est que peut-être qu'il y a une autre clientèle, du coup, que les entreprises. Ce serait c'est quand même des entrepreneurs, hein, c'est les youtubeurs. Sauf que là, ce ne serait pas leurs employés qui réaliseraient un rêve, ce serait un de leurs abonnés, par exemple. Et eux, ils en profitent pour faire une superbe vidéo par rapport à ça. Je pense que ça pourrait Ça peut être, oui, ils peuvent, marcher. oui, on encourage ça. J'encourage ça. Et tout ce qui tourne autour du rêve, que ce soit juste le fait d'en parler ou d'aller jusqu'à l'action et aider les autres à réaliser leurs rêves, c'est que du bon. L'idée au départ, moi-même, avant de l'adresser aux entreprises, ça a démarré par que les entreprises sponsorisent des rêves des personnes du grand public. Mais pour le retour sur investissement, j'ai détourné que les entreprises réalisent les rêves de leurs propres salariés. Comme ça, l'entreprise a le retour sur investissement. Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais d'un film et du fait que ce soit filmogénique. Et effectivement, en fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une chaîne YouTube, un site web international où on va voir des rêves du monde entier qui sont réalisés avec tous les ambassadeurs partout dans le monde et tous les gens qui s'intéressent aux rêves, qui viennent y contribuer. Je sais pas, un compte Instagram. C'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, moi, j'aimerais bien voir les rêves des gens. Je suis curieuse de savoir ce que c'est les rêves des gens. Parce que jusqu'à présent, je sais pas ce que c'est forcément le mien et du coup, je suis curieuse en fait de voir tout ça. Il y a des choses qui existent, mais peut-être pas forcément au niveau mondial, mais chacun, il essaye de faire quelque chose par rapport au rêve, soit une plateforme, soit une application. Après, il y a beaucoup d'initiatives autour du rêve et la Journée mondiale du rêve, son objectif, c'est de mettre en lumière tout ce qui se passe individuellement, séparément, de le regrouper pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour le rêve et c'est un besoin commun et c'est quelque chose qui se passe partout en France. Après, j'ai pas suivi les applications ou les plateformes qui traitent le sujet de rêve, si c'est toujours existant, si ça marche bien. J'ai pas fait le follow, mais tout au long de mon parcours, j'ai croisé des personnes qui ont fait quelque chose pour le rêve à leur façon. Ça peut être écrire un livre, faire une plateforme de mise en contact entre des gens qui ont des rêves et des gens qui réalisent les rêves.
Mais il n'y a pas eu Dream Planner comme moi dans les entreprises pour personnaliser les cadeaux et récompenses exceptionnelles des salariés en fonction de leurs rêves. Mais il y a pas mal d'initiatives autour du rêve. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir, qu'on t'accueille justement dans cette émission La Voix du Dirigeant, parce que tu nous montres finalement que pour dépasser des difficultés lorsqu'on est entrepreneur, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il n'y a pas que le fait de se lever tous les matins et de retravailler, etc. Tu as cité par exemple tout à l'heure le fait d'avoir la culture du pays qui n'était pas propice à la réalisation des rêves, à la détection des rêves. Et ben cette partie-là, soit on se dit bon, on va attendre. Bon, il y a une partie, hein, ça peut le faire. Soit on se bat, on essaye d'appeler des chefs d'entreprise, de faire des rendez-vous d'entrepreneurs, de les convaincre, de leur dire que ça permet d'innover, de changer un petit peu de la prime financière classique, etc. Je pense aux cooptations. Voilà. Moi, je me souviens, dans ma première entreprise, il y avait un de mes collègues qui avait eu 4 ou 5 iPads. Enfin, il en a rien à faire de 4 ou 5 iPads. Je pense que son rêve aurait été bien plus intéressant à réaliser. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qu'aurait fait n'importe quel entrepreneur, c'est d'essayer, réessayer, rencontrer des gens, les convaincre, faire des POC en disant, allez, on fait sur un tout petit budget là, cette année. Si ça marche bien, l'année prochaine, on le fera. Ouais. Il y a plein de solutions de ce type-là. Ouais. Et moi, je trouve ça juste incroyable de se dire, non, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la journée mondiale du rêve. Ça sort tellement du commun comme façon de faire. Il y a des gens qui écrivent des livres, qui se disent comme ça je vais être reconnu et donc derrière je vais pouvoir vendre. Non, là c'est beaucoup plus complexe je trouve et l'idée est beaucoup plus saugrenue que d'écrire un livre. Moi je serais partie sur le côté influenceur, créer une communauté sur Instagram ou ailleurs. Mais créer la journée mondiale, non ça me... Ouais. Je ne sais pas si ça me serait venu à l'idée. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que j'ai mis 8 ans pour décrocher un contrat avec un groupe et sensibiliser 1300 salariés pour une branche qui appartient à ce groupe. C'était énorme. Et logiquement, comme vous venez de le dire, logiquement, un entrepreneur aurait utilisé ça pour aller démarcher et essayer de décrocher d'autres contrats avec d'autres groupes. Et moi, je suis toujours mon cœur. Et mon cœur, en fait, il y a quelque chose qui fait partie de ma nature aussi. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé d'abord par le relations publiques, faire des relations publiques pour construire mon réseau. Ça, c'était les premières 4 années, événements sur le terrain. Et après, j'ai basculé sur LinkedIn, parce que je pouvais toucher beaucoup plus de personnes et envoyer des liens cliquables que donner une carte de visite. Et les démarches commerciales que je fais tout au long de mon parcours, ça n'a jamais abouti. Toujours ce qui a abouti, c'est quand l'entreprise entend parler de moi et elle vient vers moi. Là, à 95%, il y a signature de contrat parce que l'entreprise a fait le démarche, ça veut dire qu'elle a un intérêt et un besoin. Et toutes les entreprises que moi-même j'ai démarchées, même s'ils ont été gentils de m'accueillir, m'écouter, s'intéresser, mais ça n'a jamais abouti parce qu'à l'instant même, il n'y avait pas un besoin, voilà, ou un intérêt. Et donc, c'est pour cela, comme stratégie, pour moi, c'était l'inbound marketing. J'ai communiqué sur les réseaux et l'entreprise qui entend parler de moi, soit via le réseau, soit la bouche à oreille, soit via mon site internet, et si elle fait les démarches de venir vers moi, là, c'est acquis. Et c'était ça ma stratégie, ma philosophie de vie. Et en plus, je me dis, ça je le dis fort, depuis que moi-même, j'ai identifié un nouveau rêve, celui de sensibiliser les personnes du monde entier à leurs rêves. Je le dis plus fort, je le dis haut et fort maintenant. Moi, j'ai réalisé mes rêves et je suis en train de réaliser le 3e. S'il y a une entreprise qui tient à s'intéresser aux rêves de ses salariés pour décupler leur performance, leur motivation,
pour attirer les meilleurs dans le marché, pour fidéliser ses employés, pour révéler ses talents, parce qu'on a des talents en interne, mais qu'on n'a pas encore identifiés. Donc voilà, pour tout ça, s'il y a une entreprise qui est intéressée, il faut qu'elle cherche des solutions et elle trouvera des entrepreneurs qui ont des solutions. Donc, on va finir par me trouver. Donc, moi, je suis convaincue de ce que je propose. Je connais la valeur et la valeur unique de ce que je propose et la valeur sûre de ce que je propose. Je préfère que, à la place de démarcher, que les entreprises démarchent et cherchent des solutions. Et en attendant, j'avance vers mon rêve d'aujourd'hui, celui de faire déclarer la Journée mondiale du rêve à l'ONU. Donc c'est intéressant. Moi, ça me fait penser un petit peu à Apple, par exemple, avec l'iPhone ou l'iPad. Lorsqu'ils ont créé ces produits, c'était des produits où il n'y avait pas de besoin. Et ils ont réussi, par une force marketing assez incroyable, à créer le besoin chez les gens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas sans tablette, sans téléphone, sans smartphone. Ces stratégies auraient pu être tentées dans ce cadre-là, du rêve. C'est le cas. Alors, c'est le cas, mais ça demande énormément de puissance et de finances pour y arriver. Pour arriver à créer le besoin, et la demande. Du coup, je trouve intelligent le fait de se dire, je vais plutôt le faire petit à petit, me faire connaître de plus en plus, que les entreprises, lorsqu'elles ont quelque chose à réaliser, qu'elles ont un besoin de récompenser un employé, que naturellement, elles pensent à moi. Mais par contre, je vais juste faire une aparté pour les entrepreneurs qui nous regardent. C'est pas quelque chose de facile parce que ça peut prendre énormément de temps. Là, on l'a vu, 8 ans pour le premier client. 8 ans pour une grande entreprise. Pour une grande entreprise, pardon. C'est quand même assez incroyable. 4 ans pour le premier client, c'est ça 4 ans pour le premier client. Et à temps plein dans les événements, dans les relations publiques. Et 8 ans à temps plein sur les réseaux sociaux, plus réseautage. Et démarchage. Oui. Évidemment, c'est pas du temps perdu parce que pendant tout ce temps-là, ton réseau s'accroît. Donc ça, c'est intéressant. Bien sûr. Par contre, un jeune entrepreneur qui se lance, il n'a pas 8 ans devant lui. Non. Surtout s'il n'a pas d'autres activités, etc. Il n'a pas forcément les finances pour vivre, etc. Donc je tiens juste à rajouter ce disclaimer. Attention, il faut avoir les moyens d'assumer ça, parce que c'est pas évident. Ni mentalement, ni financièrement. Exactement. Donc ça marche, c'est quelque chose qui peut marcher sur le long terme. Ouais. C'est très intéressant dans la démarche parce qu'on rencontre plein de gens, etc. Mais c'est un parcours sur le long terme, il faut le savoir. C'est vrai. Donc, quand il s'agit des projets utopiques à la base, parce que moi, quand j'ai démarré, c'était vraiment utopique de parler du rêve aux entreprises et dans l'entreprise. On commençait à peine de parler bonheur à l'époque et bien-être. Donc, parler du rêve à l'époque. Et pour mon conseil pour les entrepreneurs, quand il s'agit vraiment d'un projet utopique qui n'a pas encore fait ses preuves et qui n'existe pas encore, il ne faut pas se limiter dans le temps, se donner toute une vie pour le réussir, vérifier qu'on peut le faire et qu'on peut se donner le moyen. Ça veut dire, c'est pas évident. Ou commencer en étant salarié, sur son temps libre, petit à petit, à développer quelque chose. Peut-être, mais même moi, dans mon entourage, on m'a poussé à être salarié pour que je puisse faire le projet entrepreneurial et gagner ma vie. Sauf que c'est pas évident d'être salarié et donner son temps et énergie à son entreprise en tant que salarié. Et par la suite, trouver l'énergie et le temps pour... c'est pas évident, pour mener un projet utopique. C'est énormément de sacrifices et d'efforts. Ce n'est pas un projet qui va être réalisé en 6 mois ou les 2 ans. Quand il s'agit de changer la culture d'un pays et les habitudes dans les entreprises et les mentalités,
C'est un projet à vie. C'est une très belle idée. Tu nous disais tout à l'heure que quelqu'un t'avait dit pourquoi personne n'y a pensé avant. Oui, Mais en fait, il ne suffit pas d'y penser. Il faut aussi avoir le temps, l'énergie, le courage, la détermination en fait de le mener ce projet. c'est vrai. Parce que l'idée aujourd'hui, en fait, en soi, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut la copier. Oui. Mais, oui. Et j'invite. Celui qui va la faire. Il va falloir relever beaucoup de challenges et j'invite vraiment. On m'a dit au départ, parle pas trop de ton projet, on va te piquer ton idée. Ça veut dire il faut faire vite, être reconnu dans ce domaine avant de trop en parler pour ne pas se faire piquer l'idée. Sauf Alors, que ça, c'est une bêtise. Moi, j'avais entendu un entrepreneur lors d'un séminaire. Il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup dérangé à l'époque, mais après quoi, avec réflexion, il a raison. C'est des idées, il y en a plein Internet. Tu ouvres Google, il y a des idées partout. Maintenant, après, c'est qui va les faire, ces idées. Ouais. Il suffit pas d'avoir l'idée. Et en plus, si jamais quelqu'un s'intéresse à cette idée, puisque moi, ma démarche, elle est vraiment sincère pour aider les autres à réaliser leurs rêves et témoigner de cet accomplissement personnel. Si quelqu'un d'autre le fait, ça veut dire que je ne suis pas la seule, on est deux, et c'est encore mieux. La mission de l'entreprise sera réussie parce qu'il y en aura d'autres finalement qui vont le faire aussi. Oui, à moyen long terme, ça serait bien d'avoir d'autres Dream Planner, que ce soit avec moi dans l'équipe ou dans d'autres entreprises. Ça serait bien qu'il y en a plus. S'il y en a d'autres, tu n'auras plus énormément besoin d'expliquer ce que c'est ton métier. Tu feras ton métier. Ouais. Juste pour conclure, moi, ce que je trouve fabuleux avec l'entrepreneuriat, et là, c'est un beau témoignage que tu nous apportes, c'est que on construit son métier. Alors, j'avais tendance à dire, quand j'étais employé, que autour de moi, que je construisais aussi mon propre métier, que c'est comme ça, que c'est la bonne démarche à avoir quand on est dans une entreprise, parce qu'au moins, ça permet de se construire son poste tel qu'on le veut. Mais l'entrepreneuriat permet d'aller encore plus loin, parce qu'on n'a plus les frontières qui ont été déterminées par l'entreprise. Et donc, là, on peut vraiment faire ce qu'on veut, tant que l'imagination est là. Et toi, c'est un bel exemple parce que tu parles de quelque chose où là, tu crées tout de zéro. Ça n'existait pas. C'est vraiment, c'est un beau témoignage, je trouve. Il faut vraiment ne pas hésiter quand on a une idée de se lancer et de tester. Oui, voilà, tout simplement. Exactement. Et on va se découvrir sur le chemin. Exactement. Et d'ailleurs, si ça existait avant que je l'ai créé, j'aurais postulé. Bien sûr. à l'entreprise qui le fait. J'aurais pas à relever tous ces challenges et passer toutes ces années de solitude et à dire je sais que ça va marcher, mais je sais pas quand. Donc oui, j'aurais préféré être salariée dans ce cas et directement réaliser des rêves à la place de créer un réseau, communiquer, fédérer une communauté, chercher des clients. J'aurais directement réalisé des rêves directement. Ouais, tu vas peut-être créer des vocations et il y a peut-être des jeunes enfants là, à qui tu parles quand tu t'adresses à une classe de CM1 par exemple, qui viendront dans ton entreprise pour postuler justement dans quelques années. Pourquoi pas. Alors, on a quelques questions surprises sur la fin. C'est des questions faciles, rapides. Tu peux y répondre rapidement et ensuite, par contre, prends le temps d'expliquer ta réponse. Ok ? Ok. Donc la première question, c'est est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe ? Prestataire externe. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation ? Auto-formation. Tu as l'air déçu ou triste de le dire. Oui, c'est difficile de s'auto-former. Et en fait, j'ai un parcours de autodidacte, on dit. Oui. Et j'aurais préféré être accompagnée, mais sauf que... D'accord.
Donc tu préférerais des formations Je si tu pouvais. préfère des formations et d'être accompagnée pour mon projet, sauf que c'était pas mon cas. Le téléphone et les emails pour toi, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Amis, je les attends, les emails. En effet, vu que tu as fait tout ton parcours, et surtout une bonne partie avec le Covid et tout ça, sans pouvoir bouger, etc. Donc je me dis, pour toi, ça doit être encore plus important, en fait, les emails et... non? Moi, le Covid, ça n'a rien changé pour moi. D'accord. Parce que je me suis confinée bien avant le Covid. Puisqu'au bout d'un moment, j'avais plus de ressources pour financer mon projet, mes relations publiques, aller dans les événements, se déplacer, imprimer des cartes de visite, faire appel à des babysitters pour mes enfants. Et du coup, je me suis confinée, j'utilisais LinkedIn tout le temps via la maison. D'accord, ok. Et quand le Covid est arrivé, ça n'a strictement rien changé pour moi. Oui. Tu avais déjà mis en pratique, en fait, ce côté réseaux sociaux et contact en ligne avec les Et gens. rendez-vous via la maison et pas de déplacement et toute la journée. C'était mon bureau à la maison. Ok. J'avais déjà l'habitude de tout ça. Alors, on va parler maintenant de ton organisation. Ta journée, est-ce que c'est une journée type ou est-ce que c'est un chaos organisé? C'est une journée type et dans chaque journée, il y a de nouvelles rencontres. Est-ce que tu as une routine particulière que tu voudrais partager? Donc, je me lève et directement, une fois j'aurai déposé mon enfant à l'école, le tout petit, directement, je rentre dans le travail, réseaux sociaux, mail, avancer sur les projets. Et c'est ma priorité. Et une fois j'aurai fait ma priorité, je peux manger, je peux faire autre chose, faire d'autres priorités. Alors, est-ce que tu es lecture, vidéo ou podcast? Vidéo. D'accord. Est-ce que tu as des chaînes particulières que tu aimes bien, que tu voudrais nous conseiller? Je regarde toutes les vidéos que je croise. J'ai pas de problème. J'aime regarder des vidéos, mais j'ai pas une chaîne spécifique. Voilà. Mais pour les livres, je lis pas tout ce que je croise. Je sélectionne les livres, ce qui m'apporte quelque chose pour mon projet ou qui concerne les rêves ou l'accomplissement personnel. Voilà. Alors, est-ce que tu es plus sport ou art? Rêve. C'est Ni une bonne sport, réponse. ni art. Rêve. Je mange rêve, je respire rêve, je me nourris avec les rêves, je transpire rêve, c'est rêve. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance? J'ai 2 conseils. Allez, on t'écoute. Allez. D'abord, écoute ton cœur. Moi, toutes les décisions que j'ai prises ou tout ce que je faisais, c'est parce que je suivais mon cœur. Donc, ce qui faisait plaisir à mon cœur, ce qui enchantait mon cœur, ce qui faisait vibrer mon cœur. Donc, tout est lié à mon cœur. Et deuxièmement, un conseil, c'est de vérifier si c'est un projet utopique, qu'on est prêt à se dédier sa vie pour ce projet. Est-ce qu'on peut dédier notre vie pour réussir ce projet utopique? Si oui, c'est bon signe. Sinon, ne pas trop tarder dans l'aventure si on est sûr qu'au bout d'un moment, on est prêt à laisser tomber, quoi. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va terminer ici cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Comment on peut te retrouver? Je suis très active sur LinkedIn, active et réactive sur LinkedIn, mais je suis présente aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, mais vraiment, LinkedIn, c'est mon réseau préféré. Et pareil pour la Journée mondiale du rêve. La Journée mondiale du rêve existe sur tous les réseaux, mais sur LinkedIn, on est vraiment très efficace. D'accord, donc on a compris, c'est LinkedIn. Voilà, mais je demande à toutes les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec la Journée mondiale du rêve, ils peuvent via LinkedIn ou les autres réseaux sociaux ou avec le hashtag Journée mondiale du rêve. Ok, c'est noté, Rana. On va pouvoir mettre les liens en description. Merci beaucoup pour ce témoignage et de nous avoir partagé ton parcours. Et du coup, à très bientôt, le 25 septembre, si je me trompe pas. Le 25 septembre, je suis très heureuse d'annoncer ici
de votre studio. Comme quoi, pour cette année, nous avons Virginie de Lalande, marraine de la Journée mondiale du rêve. Donc, chaque année, on a un parrain ou une marraine. La première année, c'était Philippe Cloison. Ensuite, cette année 2022, c'était Alain Bernard, double champion olympique et élu jeunesse et loisirs dans la ville d'Antibes. Et cette année, nous avons Virginie de Lalande, donc, qui est la première avocate sourde en France, qui est devenue conférencière et donc une personnalité qui figure parmi les 40 femmes les plus inspirantes et influentes de la France. Waouh, c'est un beau programme, merci beaucoup. C'est magnifique. On pourra peut-être mettre un lien vers des vidéos de certains rêves que tu as réalisés. Oui, donc il y a la chaîne YouTube qui concerne les vidéos de Comme un rêve Manage Happiness, donc Rana Badarani sur YouTube, on tombe sur moi. C'est le nom de ma chaîne, Rana Badarani. Et pour la Journée mondiale du rêve, la chaîne YouTube, ça s'appelle Journée mondiale du rêve. Et là, vraiment, il y a des témoignages de ouf que j'invite tout le monde à aller regarder. C'est comme une bibliothèque. Ça nous sert d'utiliser ces témoignages lors de l'événement digital. Que l'événement, lui, il a la visibilité. Et tous ces témoignages, on l'utilise pour l'événement digital. Donc, la chaîne YouTube, ça nous sert comme une bibliothèque. Voilà. Pour déposer tous ces témoignages qu'on reçoit. Ouais, impeccable. Du coup, on va mettre tous les liens. Et je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de la Journée mondiale du rêve et tous les partenaires de la Journée mondiale du rêve. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens à vous remercier, vous aussi. Et du coup, si vous êtes resté jusqu'ici, à la fin de la vidéo, je serais curieuse de savoir ce que c'est vos rêves. Si vous les avez déjà identifiés, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Super. Merci beaucoup. Merci Rana. Au revoir. Merci à vous. Merci.